Il y a des mois où historiquement, bah, on fait des performances qui sont moins bonnes. Le mois de mai, généralement, est moins bon que les autres. Pourquoi? Mais ouais, mais t'as un adage en bourse qui dit sell in May and go away. Et en fait, si tu regardes les graphiques depuis presque 200 ans d'histoire boursière, tu as une très grosse probabilité, je crois que c'est plus de 87% de probabilité sur le mois de mai, en fait, d'avoir un mois qui est négatif en bourse. Et c'est pour ça que tu as un adage comme ça qui dit sell in May and go away. Et globalement, si tu avais fait ça, tu aurais surperformé le marché, en fait, sur le très long terme. Et en crypto, bah, on commence à voir apparaître aussi ce truc-là. Peut-être une stratégie à avoir, comme le mois de septembre en général est rarement bon. Il y a des mois Mm. comme ça dans l'année où des fois on a des périodes, mais on retrouve globalement quand même les cycles qui sont assez marqués avec une année de forte correction, l'année 2022, une année où c'est plutôt de la latéralisation et après une année 2024 qui normalement, si on suit les cycles précédents, serait une année où on est en légère hausse. Mais bon, ça permet d'avoir un aperçu. J'aime bien moi regarder un petit peu des fois mois par mois, voir un peu comment ça se déplace. Et la grosse poussée qu'on a eue cette année, pour l'instant, c'est sur le mois de février, qui était assez similaire à celle de 2021, alors qu'on était sur une année vraiment de bull run. Mais les mois de janvier et mars ont été beaucoup moins bons. Donc voilà, à prendre avec des pincettes. Ici, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils ont mis les performances des prix du top 10 en fait, des cryptos par market cap. Et on s'aperçoit que la plupart ont une grosse correction, plus ou moins importante, la plus grosse étant de chez Avax. En supposant migrer en Thaïlande en famille. 2 adultes, 2 enfants. Comment s'en sortir financièrement aussi? Comment fait au niveau des visas et autorisations de séjourner? Alors, on a déjà répondu à pas mal de tes questions, ex-lover, mais globalement, c'est ce qu'on disait pour une personne avec 1000, 1500 euros pour une personne. Alors là, tu as plusieurs, mais pour 1000, 1500 euros, tu t'en sors vraiment très très bien. Tu as à peu près un pouvoir d'achat qui est 5 fois supérieur en Thaïlande qu'en France, que ce soit au niveau de la bouffe, au niveau des déplacements, tout, ça coûte 5 fois moins cher pour des prestations qui sont quand même très très bien. Donc après, tu multiplies pour les adultes et puis après pour les enfants. Pour les enfants, ça va peut-être te coûter un peu plus cher, comme l'a dit Mickaël, parce que tu vas avoir les écoles privées, tu vas avoir aussi toutes les assurances et tout ce qui s'ensuit. Mais globalement, ouais, tu peux t'en sortir très très bien. Si tu as un pouvoir d'achat qui est quand même suffisant pour bien t'en sortir en France, en Thaïlande, tu t'en sortiras très très bien aussi. Par contre, attention, attention quand même au niveau des visas. Mickaël en a parlé tout à l'heure, mais je sais pas si pour les enfants, c'est un visa particulier par rapport au... Alors, les visas pour les enfants, je les connais pas du tout. Mais après, vous avez globalement des visas pour travailler, des visas d'études, ce qu'on appelle le visa élite, c'est un visa que vous payez, vous pouvez rester, vous avez certaines prestations. Et il y a de la partie famille justement dans celui-là, donc à regarder. Après, il y a les visas qui s'appellent la gamme Smart de mémoire, où vous montez des sociétés, vous venez ici pour travailler. Et après, il y a les visas retraite aussi, c'est la gamme O, si je dis pas de bêtises. Et après, il faut aller sur le site de l'ambassade. Il y a une pelletée vraiment de visas. Donc, mais voilà, pour l'instant, on en est plutôt à cette étape de preuve de concept, mais il y a quand même pas mal de grosses zones avec des pays assez influents qui poussent la chose. Ouais, c'est une question de temps. Et d'ailleurs, comme tu l'as montré, ça existe déjà en fait. C'est que les gens ils te disent, tu vois, tu as montré le Nigeria et tout. Il y a des pays sur lesquels les CBDC existent déjà aujourd'hui, quoi. Ouais, après c'est, alors je pense que, ah si, je vais dire leur barre elle marche pas, mais c'est le temps que ça s'actualise. Après le problème c'est, il faut voir les pays qui ont des puissances économiques qui sont importantes. Parce qu'aujourd'hui, tu prends la puissance économique du Nigeria ou du Zimbabwe. Le Zimbabwe, de mémoire, ils l'ont fait suite à l'hyperinflation. Ils ont eu une hyperinflation. Mais oui, ils ont une hyperinflation de fou. Ouais. Et ils ont dû repasser dessus. Et justement, moi, ce que je regarde, c'est l'Argentine parce qu'ils ont eu des gros problèmes. Ils ont des gros problèmes avec leur peso. Et ils essaient de basculer sur le dollar américain. Avec Javier Milei, il essaie de tout ramener sur le dollar américain. Est-ce qu'entre-temps, s'il y a des CBDC, ça va switcher plus rapidement? En fait, les économies d'Amérique du Sud, elles sont très impactées justement par les inflations de manière globale. Donc, à voir comment eux vont se positionner. Moi, ça m'intéresse parce que... Après, en Thaïlande, j'en avais jamais entendu parler, comme quoi Thaïlande CBDC. Intanon, ok. Ouais, non, mais après, voilà, le Laos, ça me paraît surprenant parce que c'est pas clairement dans les pays. Le Vietnam, il commence à s'ouvrir un petit peu parce que, par exemple, à Da Nang, je sais qu'il y a des bureaux où tu peux vendre tes cryptos et récupérer du fiat directement.